Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Malgré votre temps très chargé, vous êtes venus ici pour cette conversation. Merci beaucoup parce que ça se passe de façon très simultanée. Donc, nous allons pas prendre votre temps. Je suis Roman Yang et je suis un journaliste plus précisément chargé des affaires et nous allons parler de l'énergie. Toutes ces dernières 24 heures, vous avez certainement entendu parler de l'énergie et de la durabilité de cette énergie. Donc, nous avons dit que nous aimerions bien produire nos choses ici en Afrique. Vous savez, pour le faire, nous avons besoin de l'énergie. Et vous savez, sur notre continent, nous avons toujours parlé également des effets du changement climatique. Et vous voyez ce qui se passe dans les régions. Il y a en fait des pluies, de grandes pluies. Et maintenant, nous voulons être sûrs d'atteindre les objectifs en ce qui concerne les énergies. Alors, nous allons nous focaliser sur ça, sur notre conversation. Donc, je suis avec vous ici et il est là avec moi. Donc, je vais commencer avec ce point, avec quelques questions sans transition. Donc, nous avons parlé de la transition il y a de cela 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai, on parle de la section d'énergie. Alors, pour vous, quand on parle de la transition, c'est de quoi? Merci, Raman. Merci pour l'invitation et pour la question. Je suis un ingénieur et de formation. Alors, lorsqu'on me pose la question de savoir c'est quoi la transition, selon moi, je vais parler de la décarbonisation plus l'inclusivité. Et je vais peut-être revenir à ça d'ici peu. Mais ce que je vais peut-être dire, quand on parle de la transition énergétique, c'est ce processus où nous devons essayer d'équilibrer la durabilité au niveau de la sécurité énergétique et au niveau de certains points du globe. Il n'y a pas une solution faisable et nous croyons que nous devons prendre encore n'importe quelle approche ou technologie parce que nous ne pouvons pas nous en sortir d'une situation dans laquelle nous vivons où 600 millions de personnes vivent sans électricité et plus d'1 milliard vivent dans une situation où chaque fois ils sont obligés de faire du feu avec ces lois. Donc c'est pourquoi nous essayons de construire dans chaque pays où nous sommes et nous essayons de promouvoir dans ces pays la décarbonisation qui est réalisée. Donc nous essayons de comprendre ou de prendre en compte les ressources disponibles dans ce pays et nous essayons de coupler cela avec les problèmes environnementaux au niveau local où nous nous trouvons. Et bien sûr, sans oublier l'énergie, l'éducation, la protection des terres et également l'économie. Donc, la décarbonisation et l'inclusion de la population doivent être toujours couplées. Et vous parlez de l'expansion ou l'extension, je dirais plutôt, de l'accès. Donc, nous essayons d'avoir plusieurs centaines de personnes pour pouvoir trouver le charbon, d'autres choses. Et nous voulons rendre cela, si possible, disponible, c'est-à-dire moins cher. Donc, si vous voulez, par exemple, livrer du gaz pour une maison, comment est-ce que vous allez vous y prendre? Avant de répondre à cette question, je vais vous dire ce que nous avons fait pour pouvoir
résoudre ce problème dans certains pays d'Afrique. Ce que nous avons fait avant le LPG, utiliser le gaz pour produire l'électricité. Après cela, au Congo, dans la République du Congo, il y a de cela 10 ans, nous avons utilisé l'association des gaz pour pouvoir alimenter toute une station de gaz. Et nous l'avons fait au Nigeria. Nous l'avons fait en Libye où nous avons produit plus de 80% et où nous avons eu des stations de production. Donc, LPG a besoin en fait d'un niveau d'infrastructure dans cet pays parce que quand nous prenons le gaz, avec le gaz, nous pouvons faire plus et nous pouvons rendre l'électricité accessible à plus de personnes. Je pense que ça sera une bonne chose et peut-être que vous allez essayer de centraliser avec la génération. Oui, et le gaz pourra le faire et nous pourrons venir à un autre niveau où le gaz va essayer de combler le vide et qui exige pour le futur une autre dimension à laquelle nous pensons que où l'Afrique pourrait jouer peut-être un grand rôle, c'est de se procurer des combustibles et en Afrique, bien sûr. Et ce que je pense en général, c'est que le gaz pourra être un complément pour l'Afrique et également contribuer par rapport à ce qui concerne l'électricité par rapport à la production et aussi dans les industries et aussi prendre en considération quelques initiatives. Avant que nous ne revenions, certains ont essayé par exemple d'utiliser des motorisés où nous avons utilisé plus de 100% de ces stations et même au niveau local, nous avons le Kenya, l'Afrique du Sud, il y a de cela plus de siècles, ils ont essayé de pouvoir amener ceci à un niveau. Donc, il est maintenant temps de pouvoir présenter des opportunités avant de pouvoir l'expliquer. Maintenant, nous pensons qu'à acheter, par exemple, du carbone peut être un processus de la décarbonisation. Et aussi, il faut reconnaître que nous avons aussi parlé de la durabilité. Et il faut également aussi une question de volonté où nous pouvons voir l'utilisation de 10% de tout les ressources que nous avons dans le monde. Si vous pensez à la demande, environ 15 millions de tonnes et également tout ce qui est produit, nous avons 60 à 70%. Et l'Afrique peut être ou jouer un rôle très significatif. Pourquoi? Parce que, et là je parle de notre modèle unique parce que l'un des modèles très critiques pour pouvoir acheter par exemple du diesel ou qui est utilisé par exemple pour les gros porteurs ou d'autres trucs. Ou soit nous pouvons même essayer de le mélanger. Ou bien comme nous le faisons déjà. Et beaucoup de chauffeurs m'ont déjà dit que lorsqu'ils essaient de remplir leur réservoir avec ça, c'est plutôt plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi ils me le disent. Je ne sais vraiment pas. Nous allons peut-être certainement faire plus de tests et voir à quoi cela va ressembler. Donc, comme je le disais, l'élément critique,
c'est en fait le processus de prendre les carburants. Donc l'élément critical, ce n'est pas de l'achat des capacités ou d'introduire des raffineries ou soit acheter des raffineries qui pourraient régler le problème. Ce qui est le plus critique ici, nous encourageons qu'il faut plutôt résoudre des problèmes avec ce modèle unique de notre société qui est de pouvoir et automatiquement vous voulez éviter certainement des problèmes et parce que vous voyez l'éthanol par exemple vient de la corne et n'oubliez pas que la terre est utilisée pour l'énergie et la terre est utilisée également pour tout ce qui est produit combustible. Et en Afrique, vous savez que le nombre de terres que nous avons est vraiment très massif et nous avons beaucoup qui nous permet de pouvoir cela pourrait être une destination fantastique et nous avons pu identifier des terres marginalisées dans beaucoup de pays africains et j'étais en train de voir comment est-ce que nous pouvons peut-être payer ces hydrocarbures et essayer de voir l'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2027 plus de millions qui permettra de servir la capacité de nos raffineries ou d'accroître cela à 5 millions de tonnes par an. Vous parlez de quel pays? Parce que j'ai entendu parler du Kenya en termes d'augmentation de cette production. Vous pensez à quel pays? Je vais revenir par rapport au Kenya parce que nous avons d'autres pays comme la Mozambique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Congo et nous sommes en train de regarder aux petits pays, c'est-à-dire la Guinée-Bissau pour ce business. C'est un bon protocole pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Essentiellement, le Kenya, le Mozambique, nous sommes en train d'entrevoir d'autres pays, l'Angola, la République du Congo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, le travail que vous faites au Kenya, je parle en tant que Kenyan, ce que je voudrais voir, c'est que vous allez quitter le pays et vous en allez ailleurs. Et puis, vous voyez, 30% du pays est essentiellement arabe. Maintenant, tout cet ensemble est un sol semi-aride ou aride, pas nécessairement. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'agriculteur pour produire pour la société? Nous travaillons en tant que cultivateurs, exploitants, et puis nous avons des contrats à travers un certain nombre d'agriculteurs. Il y a un total de 50 000 hectares de terre sont en train d'être exploités. En fait, nous avons environ 200 acteurs dans ces secteurs. Quel est le modèle du projet? Essentiellement, nous donnons aux agriculteurs, nous leur donnons des intrants, donc des fertilisants ou nous leur donnons aussi des autres intrants comme l'eau et des engrais et nous produisons aussi des semences que nous leur donnons. Et puis, ils cultivent la terre et puis nous produisons des types de plantes qui requièrent très peu d'eau. En fait, ils entrent dans la chaîne alimentaire et ça, bien sûr, ça ne demande pas de terre, de sols de haute qualité, même ça peut se cultiver sur des sols dégradés. Nous achetons de la semence, nous produisons de l'huile végétale, puis nous allons vers la raffinerie et que nous exportons vers les États-Unis. Nous avons 200 constructions en cours en Malaisie et en Corée. Ça, c'est essentiellement en fait le modèle de projet d'affaires que nous sommes en train de mettre
exécution. Au Kenya, nous avons signé un accord très important avec le CDP, qui c'est une grande banque italienne, afin de financer les agriculteurs avec environ 2 millions de dollars. Et ça va en fait redynamiser, stimuler le projet. Et le même modèle sera appliqué au Mozambique, où nous avons planifié de mettre à l'échelle en fait plus de 250 000 hectares au Congo essentiellement. Bien sûr, cela dépendra de la taille de chaque pays. Environ prendre en fait une fourchette de 250 000 hectares, et puis bien sûr produire des tonnes de nourriture par an. Et si on compare avec 2027, le cible, c'est d'atteindre en fait une production d'environ 700 000 tonnes par an qui pourront en fait alimenter nos raffineries. Et maintenant, à quel point cela donne un sens économique par rapport à ces raffineries au sein du pays. Pas bien sûr, pas juste pour argumenter, pour discuter. Vous avez une en Angola, au Kenya, ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui est fait plutôt que de en fait canaliser tous les stocks vers, par exemple, la Malaisie? Il y a deux éléments qui font la différence. Un, d'abord, c'est le marché. Vous avez besoin du marché qui absorbe tous ces produits bio. Le marché africain n'est pas là jusque-là. La deuxième chose, c'est de tirer bien sûr profit des raffineries traditionnelles, les racheter, c'est moins coûteux que plutôt de recommencer à zéro. Voilà les deux facteurs capacitants ou habilitants. Alors, il y a des subventions environ 200 millions qui viennent de l'IFC. C'est une forte somme, une somme d'argent colossale. Alors, en termes d'industrie en général. Et pour 2022, vous avez essayé de voir comment les actifs qui étaient stagnants par les projets Total, par exemple, pour les projets Total en Ouganda. Est-ce que c'est toujours un souci, une préoccupation de pouvoir trouver ou prélever un capital pour financer un projet pour la décennie suivante? Et ce n'est pas nécessaire, c'est fondamental, vital. Essayons de voir ce qui s'est passé il y a 2 ans de cela, l'absence d'investissement dans les secteurs du gaz. Il y a très peu de développement, très peu d'investissement comme d'habitude. Mais alors, qu'est-ce que nous avons fini par faire avec la crise? Avec la crise sanitaire et la crise géopolitique, essentiellement, la demande en énergie s'est accrue, s'est augmentée. C'est quelque chose qui est au-delà de notre contrôle. Essentiellement, tout est à découler. Bien sûr, ce sont des statistiques de l'IAEA. Une forte consommation de la plupart de fossiles, les produits fossiles. Vous avez ouvert même une carrière de charbon en Corée, au Japon. C'est la consommation de charbon s'est augmentée. Alors, sous le secteur du gaz, de l'énergie fossile, c'est au-delà de ce qui est plus même polluant. Mais ce que nous sommes en train de faire essentiellement, c'est que nous sommes en train de viser un monde dans quelques années où il y aura l'énergie renouvelable. Mais avant d'y arriver, parce que il est nécessaire de mettre en place une infrastructure pour, en fait, des capacités renouvelables. Et là, il faut d'abord définir la production actuelle qui est tout cela exige des fonds. Et ce que nous ne voulons pas faire, c'est de réduire le niveau d'investissement dans le carburant fossile. Et par exemple, en tant qu'entreprise, nous sommes en train d'essayer de trouver un équilibre entre le montant que nous investissons dans l'énergie. Bien sûr, il peut prendre 30 à 40% de notre répartition budgétaire, et puis l'investissement INP, en particulier en Afrique, où nous avons très peu de projets comme au Congo, des projets énergie à Côte d'Ivoire,
En Angola, nous y avons deux projets, des projets de gaz, un projet aussi d'exploitation pétrolière à Gogo. Et en Libye, nous avons également environ un projet de quelques milliards de dollars. Nous avons de petits projets, mais si vous les consolidez, vous pouvez trouver que quelque chose qu'il y a dans d'autres pays. L'une des choses les plus intéressantes ou une tendance plus intéressante que j'ai constatée dans le domaine du gaz, c'est vrai, vous avez cette crise géopolitique en cours, mais traditionnellement, dans le passé, au cours de la dernière décennie, il n'y avait pas ce genre de crise. Mais qui est différent? Ce qui est différent maintenant, toutes les crises sont... Il y a aussi des crises dans le Moyen-Orient, mais toutes les crises semblent être stables. Il y a une sorte de montée des fournitures, approvisionnements qui viennent des Américains. Et c'est curieux, malgré que vous ayez toutes ces choses, toutes ces découvertes que vous trouvez en Mozambique, en Tanzanie et partout en Afrique, mais c'est d'autres découvertes comme au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire. Le gaz naturel africain devrait être en fait quelque chose encore d'important dans le secteur du gaz. Ce serait pas en fait une compensation par rapport à ce que l'entreprise Shell américaine dont elle dispose. Essentiellement, vous avez effectivement mentionné le plus grand producteur du gaz, c'est le Qatar et les États-Unis. Mais l'Afrique, représente de fortes potentialités. Et la seule raison derrière tout cela, c'est que dans la plupart des pays africains, le gaz n'a été pas recherché. C'est arrivé comme un accident. Dans plusieurs points, on faisait de l'exploration pour le pétrole et quelquefois, on trouvait le gaz. Alors, est-ce que c'est dû maintenant au problème de la crise ou c'est principalement un rapport à l'utilisation du gaz à la suite, puisque le marché local n'était pas fait à l'échelle pour absorber le gaz qui était produit. Et en fait, pour liquéfier le gaz, l'exporter de manière dans la quantité dimensionnée. Effectivement, nous avons commencé à penser au système modulaire LNG afin de monétiser cette denrée qui existait dans le pays auparavant. Y a-t-il des politiques spécifiques sur lesquelles vous êtes en fait vous êtes passionné? Si vous étiez au niveau politique, vous pourrez dire dans la perspective des gouvernements africains, voilà ce dont on a besoin. Est-ce que c'est un problème de fiscalité, de politique claire, de régulation? Qu'est-ce qui serait... Deux choses. Le financement, nous avons besoin d'institutions qui devraient être pragmatiques. Comme nous l'avons dit, la pire des choses qu'on ferait faire, c'est pas de financer dans les prochaines décennies, pour financer l'huile dans les prochaines décennies. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé récemment. Nous avons créé un espace pour en fait éviter la pollution pour l'énergie fossile. Une autre chose, nous travaillons en Afrique depuis 7 ans. De 7 ans, nous sommes passés à travers plusieurs crises, mais ce qui tue les projets, c'est la bureaucratie en Afrique. La bureaucratie, c'est ça qui tue les projets. Nous avons besoin de ces institutions qui sont en fait intégrées dans le processus. Les régulateurs qui sont en fait intégrés dans le système avec une stabilité politique, des cadres régulatoires clairs, pas de bureaucratie vraiment. Je voudrais clôturer en parlant des autres carburants comme des carburants de transition, l'hydrogène. On a parlé beaucoup de l'utilisation de l'hydrogène comme un carburant de transition, mais le savoir-faire pour rendre l'hydrogène fonctionner comme carburant, ça prend du temps. J'ai vu certains manufacturiers dans le domaine du charbon comme Toyota qui ont utilisé en fait mis sur la route des véhicules fonctionnant avec l'hydrogène. Y a-t-il un avenir pour ça? Oui, je pense que ça peut avoir un avenir, mais
pas aussi vaste qu'on peut le penser. Nous pensons que c'est peut être plus efficace que le biocarburant, mais il aura un rôle, bien sûr, dans le secteur. L'hydrogène, donc, ce n'est pas dans tous les secteurs. Certains peuvent trouver l'hydrogène plus efficace, plus efficient, moins coûteux et capturé, bien sûr, traité dans le processus et réinjecté dans d'autres domaines ou bien peut-être le dégager, le mettre ailleurs. Donc, essentiellement, la capture du carbone, c'est l'un des aspects de la transition et ça pourrait être intéressant et attrayant pour certains secteurs. Mais pour répondre à votre question, pourquoi l'hydrogène n'a pas pénétré comme on le pensait, c'est effectivement à cause il y a deux façons de traiter l'hydrogène et chacun est qualifié par une colonne. Il y avait l'hydrogène grise, tiré l'hydrogène bleu qui est produit aussi puis réinjecté, puis vous avez l'hydrogène verte qui en fait mène vers l'énergie renouvelable. Le tout dernier, c'est peut-être l'émission négligeable ou l'émission zéro, en fait. Pour l'hydrogène grise, c'est insignifiant, en fait. L'autre raison, c'est que le coût élevé de la production de l'hydrogène, c'est très cher. Pourquoi? Vous ne trouvez pas l'hydrogène dans une forme libre dans l'atmosphère. Quand vous le trouvez, et pour le séparer des autres éléments chimiques, vous avez besoin de ce processus très intensif. Et dans la structure, puisque pour transporter l'hydrogène, c'est pas comme on transporte un gaz normal comme le méthane et d'autres. Et ensuite, vous avez beaucoup de pertes d'énergie. Donc, le traitement est fortement inefficace. Regardez à l'hydrogène verte. Vous avez besoin de produire un électron avec l'énergie renouvelable et puis convertir l'électron en molécule et convertir la molécule en électron. Donc, vous pouvez comprendre combien de pertes d'énergie vous avez sur le parcours du traitement. Donc, l'hydrogène est très limité dans notre secteur et tout en pensant que le gaz la capture de gaz carbonique, bien sûr, du gaz, serait plus pérenne pour la mobilité, en particulier pour l'aviation. Nous pensons en fait au carburant pérenne pour l'aviation à l'avenir. Merci pour votre opérations d'exploitation en Afrique dans les 10 ans. Si nous avons encore ces genres de conversations, encore une fois, voilà une autre session qui va commencer dans 2 heures. Mais si nous avons encore la même conversation dans 5 ans devant nous, qu'est-ce que l'Afrique ressemblera à quoi? Il y aura donc plus d'investissement pour le gaz sur le continent. Oui, on va parler de l'investissement en matière de gaz. Effectivement, nous avons des cibles d'avoir 60% de notre production de gaz vers 2030 et 90% vers 2050. On parlera davantage des projets gaziers et puis on parlera aussi des biocarburants et puis comment on va donner forme à notre avenir en Afrique. Effectivement, certains projets pétroliers en quantité limitée, mais cependant renouvelables. Nous sommes en train de mettre à l'échelle renouvelable en Afrique. L'énergie solaire, des projets d'énergie éolienne en Égypte qu'on est en train d'essayer. Il y a plein de vents en Égypte. Voilà. Merci, chef d'exploitation en AI. Merci. Applaudissements. I think we'll move directly into our next session that we're having at the moment. Alors, on continue autour de la transition climatique, le mix énergétique, voilà, transition climatique équitable. Quelle sera la position du continent africain? Et à cela, nous allons avoir un nombre d'individus qui vont parler de
aspects, les individus dans le cadre du secteur et bien sûr la perspective financière. Et là, je voudrais présenter ici, pour le moment, Patrick, il vient de BCG. C'est un partenaire dans une institution. Il va faire une présentation. Voilà. Patrick, vous êtes là? I don't think those are working. Hang on. And do you have the? No, I think it works. Okay, And no, do you have the clicker? Je pense, est-ce que vous avez le pointeur? Vous pouvez commencer. Bonjour, je vais faire une présentation très rapide. Je plantais le décor pour cette panel, la transition. Quels sont... Je sais que certains d'entre vous dans la salle connaissent ces faits, mais j'essaie de vous rappeler certains chiffres clés sur l'énergie et la transition climatique en Afrique. Et puis, je vais parler du processus COP, c'est que l'Afrique a réalisé au COP 28, c'est que l'Afrique n'a pas réalisé, et c'est à la COP 28, c'est quelle sera en fait la négociation pour la prochaine COP. Je ne sais pas qui est en train de dérouler en fait les diapos. Si je ne trouve pas en fait mon diapo, je vais paniquer. Bien. Là, voilà où nous sommes. Alors, quelques chiffres pour en fait planter le décor. Quand nous parlons d'une transition climatique juste, nous devons être holistiques sur la manière dont nous abordons le problème, surtout pour l'Afrique, et bien sûr parler aussi de l'accessibilité énergétique. On ne peut pas parler d'une transition climatique juste sans que vous puissiez parler de 600 millions de personnes, des habitants africains qui n'ont pas accès à l'électricité, n'ont pas d'occasion d'énergie pour la cuisine. Alors, accès climatique. Energy access. Alors, il faut avoir de l'énergie pour tout le monde, mais il y a également une grande demande d'énergie de la part des industries. Il y a aussi la question d'adaptation et de résilience. L'Afrique sera le continent le plus impacté. Comme nous le savons, plus de la moitié du continent sera affecté par les changements climatiques en Afrique. Il y a des températures extrêmes et de façon plus importante, il y aura également la sécheresse. Il faut pouvoir se préparer, il faut avoir des discussions, il faut voir comment est-ce qu'on pourrait investir dans l'adaptabilité et la résilience. Il y aura des millions de jobs, d'emplois, des milliards d'investissements dans l'industrie verte et il y a seulement 1% de la production qui se fait en Afrique. Donc, il y a des opportunités massives dans l'hydrogène vert, dans tout ce qui est durable. Alors, je pense que cette réunion est très importante. On parle de capitaux, on parle d'argent. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir justement régler les problèmes liés au climat. Il y a un grand écart entre ce qui est investi et ce qui est requis pour avoir justement un climat qui est favorable et puis des emplois qui sont durables avec tout ce qui est question de verre, etc. Donc, parlons de l'accès à l'énergie. Il n'y a pas un seul État qui a pu se développer sans augmenter la consommation d'électricité. La consommation d'électricité est au cœur de tout ce qui est développement énergétique. Donc, on ne peut pas prétendre que l'Afrique pourra se développer sans l'apport de l'énergie. Donc, ça doit être le point de départ de la conversation. Lorsque vous voyez tous les pays sur le côté droit, vous voyez que le Vietnam, par exemple, la Corée, il y a une corrélation entre
la croissance du PIB et la croissance de la consommation de l'énergie. Donc, il faut optimiser tout cela, mais en fin de compte, l'Afrique aura besoin de plus d'énergie et de plus d'électricité. Alors, comment est-ce qu'on entrevoit les opportunités d'investissement en Afrique? Donc, il faut qu'il y ait l'accès à l'énergie. Comment est-ce qu'on peut avoir des émissions de carbone qui sont faibles, qui sont en dessous de 0, il faut qu'on puisse définir un point de départ. Quelle est la demande en énergie dans le domaine du transport, de la construction, de toutes ces choses-là, des télécommunications et tout. Nous devons établir un point de départ et puis essayer de définir un scénario qui serait idéal pour l'Afrique, en se basant bien évidemment sur les données précédentes, et puis ça pourra nous aider véritablement à pouvoir bien à régler ce problème-là. Comme je l'ai dit, il y a un grand écart entre les investissements, au niveau des investissements, je dirais, mais nous devons pouvoir faire une analyse de tout ce qui est scénario de changement climatique, tout ce qui pourrait survenir, quels sont les impacts que ces changements climatiques-là pourraient avoir sur les entreprises, sur les industries, sur les personnes, sur les biens, et afin de pouvoir identifier ce que nous devons faire dans les années à venir, dans les années 2030, 2050. La préparation est importante. La préparation est importante et nous devons voir comment est-ce que nous serons impactés au niveau de l'eau, au niveau de nos forêts, quels sont les impacts que le changement climatique pourrait avoir. Je ne sais pas si, est-ce que vous pouvez éteindre votre téléphone, ça nous aiderait vraiment. Merci. Donc, en cas où il y aura des dégâts climatiques extrêmes comme les inondations, comment est-ce qu'on pourrait régler ces problèmes-là? Comment est-ce qu'on pourrait intervenir auprès des personnes qui sont dans des situations très difficiles? Donc, dans tous les cas, la question du changement climatique, c'est la plus grande question qu'on a dans ce forum, à mon avis, parce qu'elle est au cœur de tout ce qu'on est en train de faire et nous devons avoir de grands investissements dans ce domaine-là. Alors, comment est-ce qu'on peut également promouvoir la culture verte et puis l'inclure dans les questions de création d'emplois, comment l'inclure dans les agendas, comment s'assurer que ce développement-là ait lieu en Afrique. Alors, j'aimerais parler de la COP. J'espère que vous pouvez lire. Je vais juste faire des commentaires. Ce qui s'est passé à la COP 27 et à la COP 28. Donc, à la COP 27, ce n'était pas un grand événement, mais l'Afrique était vraiment au cœur de toutes les discussions qu'on a eues. La COP 28 était une COP beaucoup plus impactante, mais la question de l'Afrique n'était pas vraiment inclue. Donc, on parle des dégâts et des pertes. Il y a eu de grandes demandes, de grandes requêtes au niveau de l'Afrique concernant l'établissement de tout ce qui a été pertes et dommages. Donc, nous avons pu en parler durant les différentes COP. Il y a eu des milliards de dollars en termes de pertes. Mais on a décidé d'avoir un cadre harmonisé, de pouvoir dire que les 800 millions de dommages sont plus reliés à l'Afrique. Donc, on doit pouvoir régler ces questions-là à la prochaine COP. On a également parlé de l'accès à l'énergie et puis des mitigations. On a essayé de voir ce que l'Afrique veut. L'Afrique veut un cadre qui leur permet de pouvoir prospérer avec l'énergie, avec l'électricité, bien sûr. Il y a beaucoup de points positifs ici. Il y a le besoin de prendre soin de la situation, on va dire, embryonnaire que l'Afrique connaît en termes de consommation énergétique pour s'aligner justement à tout ce qui se passe dans le monde entier. Et maintenant, on a parlé après cela du point de l'adaptation. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons établir un cadre, comment est-ce qu'on pourrait augmenter les investissements. Donc, ce cadre-là a été établi et il y a des critères qui ont été établis, le 1,5 degré en termes d'analogie qui ne doit pas être dépassé. On a également vu le point de la finance. Je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de
de continuité entre ce qui est requis et ce qui est actuellement disponible. Il y a beaucoup de promesses de financement pour encourager le changement climatique et énergétique. Mais bon, sur papier, enfin, dans les faits, il n'y a pas vraiment beaucoup de pragmatisme. Il n'y a pas grande chose qui a été fait. Donc, nous cherchons véritablement à aborder ces questions-là dans les prochaines COP et voir comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de promesses réalisées. Alors, la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire? De quoi est-ce qu'on devrait parler à la COP 29? Je pense qu'il y a un objectif quantifié, harmonisé du nouveau collectif. C'est un nouveau point. Donc, on veut essayer de créer beaucoup plus d'instruments pour harmoniser les systèmes au niveau des finances. Il y a une discussion également concernant la restructuration de la dette. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la majeure partie du pays est en dette, et puis avoir une transition crédible au niveau des plans d'investissement, ce qui est même le cœur de la discussion qu'on aura pendant la COP 29. On voudrait avoir vraiment des apports positifs. Alors, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole. J'espère que j'ai pu planter le décor pour les discussions autour de l'énergie, autour de l'accès à l'énergie, autour des investissements verts. Et je pense qu'on aura une très, très belle discussion. Merci. Merci, Patrick. This conversation is always... Bon, cette conversation donc doit toujours être très intéressante parce que donc elle fait intervenir beaucoup de choses. Il y a l'accès à l'énergie, puis il faut aussi développer nos économies, puis certaines des sources d'énergie auxquelles on a accès donc ont un côté polluant. Alors maintenant, nous avons aussi, n'est-ce pas, 600 millions d'Africains en Afrique qui ont besoin d'accès à l'énergie donc à partir du réseau. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on va industrialiser? Alors qu'est-ce qu'on va faire pour, n'est-ce pas, créer des entreprises, n'est-ce pas, qui pourront donc y arriver. Alors voilà, donc je vais appeler quelques panélistes ici. Alors ici, donc je vois que le vice-président pour l'Afrique, à Total, c'est nous avons donc Mike Sangster, et puis il y a Mohamed Gouled qui est vice-président pour l'industrie, donc au niveau de la SFI. Alors voilà, donc vous allez me dire maintenant comment donc tout cela donc a été impacté par les accords commerciaux. Puis il y a Riyad Assoud, qui nous vient du Royaume du Maroc, qui va nous faire partager ses réflexions pour nous parler de comment le Maroc industrialise. Et puis aussi, il y a l'environnement, et puis il y a aussi des politiques de l'environnement. Et cela pourrait aussi affecter votre capacité à investir dans votre pays. Nous avons aussi Alexandre Barrot, qui est le vice-premier ministre pour la transition de la République du Gabon. Voilà, il vient donc venir ici devant et nous entretenir de ces thématiques. Alors, je vais commencer par vous, Monsieur le ministre. Pourquoi moi? Et pourquoi pas vous? Le Maroc est en position très intéressante parce que une grande partie donc des échanges du Maroc donc avec vos voisins de la Méditerranée, de l'UE, et puis l'UE aussi a un mécanisme d'ajustement donc par rapport au carbone. Alors maintenant, l'une des préoccupations quand on parle des décideurs donc au sein du continent, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, nous avons besoin de capitaux, nous avons besoin d'investissements. Mais est-ce que quelqu'un va venir investir si leurs produits seront donc frappés par leur taxe carbone à l'avenir? Comment est-ce que vous faites face à cela? Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes placés par Dieu au Maroc et en Afrique, et nous avons le potentiel donc de produire de l'énergie verte à un prix abordable. Et alors, pour utiliser cette énergie verte, par rapport, c'est un atout considérable. Alors, vous savez, le Maroc a fait des choix, il y a 12 ans, donc, de passer au vert. Pourquoi? Parce que nous avons été frappés par les changements des prix de l'énergie. Et cela a affecté notre économie. Et pendant plus de 20 ans, vous savez, il y a eu la crise des années 70 qui a affecté notre développement pendant plus de 20 ans. Alors, il fallait tout arrêter. Il fallait arrêter d'investir dans l'éducation. Et il y avait donc les FMI dont on a dit on doit arrêter tout. Alors, nous avons appris nos leçons.
Nous avons eu des leçons et nous les avons apprises. Et puis, nous avons décidé de passer au vert parce que, bon, nous sommes bénis avec du vent, du soleil. La technologie était très onéreuse à ce moment-là. Mais aujourd'hui, eh bien, nous pouvons produire l'électricité à des prix très faibles. Et pour nous, ce n'est pas seulement une opportunité pour être plus compétitif, mais c'est aussi une opportunité pour aussi, n'est-ce pas, accroître notre part du marché, parce que la compétitivité, elle doit être là. Alors, ayant dit cela, une partie du Maroc, dont on savait que l'énergie, donc, vient toujours, n'est-ce pas, des sources traditionnelles. Alors maintenant, voilà, maintenant, voyons des ratios, alors. Il y a dans 5 ans, bon, pour les agriculteurs du Maroc, vous savez, avec, n'est-ce pas, les exploitations agricoles que vous avez au Maroc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec la taxe carbone? Bon, vous savez, le pétrole n'est pas impacté par, n'est-ce pas, le citane. Bon, pour le moment, donc, cette taxe... Bon, la transition s'accélère au Maroc. Maintenant, nous avons notre base de production d'électricité. Nous sommes à 43%, donc de l'énergie renouvelable. Nous allons aller jusqu'à 65%. Et puis, les projets d'hydrogène, nous allons donc aller jusqu'à plus de 100% de nos besoins. Alors, nous avons déjà décidé de passer au vert et à une vitesse extraordinaire. Alors, cela donc va nous aider. Alors, pour le moment, nous sommes prêts. Nos produits qui sont impactés par la taxe carbone pour l'exportation, ils sont prêts. Nous avons donc, n'est-ce pas, l'acier vert, le ciment vert. Alors maintenant, le reste de l'industrie automobile est net zéro déjà, ou proche de net zéro. Donc voilà, l'industrie automobile ne sera pas impactée. Alors les PME... Bon, nous sommes en train de faire le transfert, c'est-à-dire que nous les appuyons pour passer au vert aussi, avec donc des investissements rentables payés par le gouvernement et donc avec des crédits payés, donc remboursés sur 3 ans. Alors maintenant, donc la transition est là. Monsieur le ministre, alors le Gabon est en position très intéressante parce que moi, je viens d'un pays de l'Afrique de l'Est, où nous avons donc plus de 70% de nos pays sont arides. Maintenant, ce n'est pas le cas pour le Gabon. Bon, chez vous, tout est vert. Vous avez, n'est-ce pas, une couverture en termes donc, de superficie terrestre. Et puis, donc, ce qui est frustrant, c'est que vous avez, n'est-ce pas, le gros, n'est-ce pas, le gros de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale, est couvert donc par les forêts. Maintenant, comment est-ce que vous changez? Parce qu'il y a des services qui ne tiennent pas compte donc, de cet état de fait. Maybe I will speak in French. Bon, je vais parler en français, mais je voudrais dire que qu'il s'agit d'une problématique très intéressante pour nous. Et puis, je voudrais féliciter les autorités rwandaises pour, n'est-ce pas, la bonne organisation de cette conférence et de leadership fort du président Kagame qui a créé les conditions de ce succès et puis avec cette organisation réussie. Alors maintenant, pour répondre à votre question, il faut mettre les choses en perspective. Nous ne sommes pas ceux qui participent à la pollution dans des proportions importantes. Et au moment de payer l'addition pour réduire la pollution, on nous demande, et nous comprenons parfaitement, la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais il y a une asymétrie qui nécessite que nous soyons pleinement pris en compte dans ces discussions de la COP 27, la COP 28, maintenant la COP 29. Nous parlons des problèmes comme si nous avons tous contribué de la même manière à ce changement. La réalité, c'est que il y a des pays comme le mien, le Gabon, qui ont participé à
maintenir donc leurs forêts, qui courageusement investissent dans des systèmes d'énergie qui sont moins polluants, comme l'énergie hydroélectrique, et qui effectivement ont un couvert forestier de 88%, mais ce n'est pas sans sacrifice de refuser de déforester systématiquement pour maintenir notre surface végétale. Alors, à partir de là, nous sommes d'accord parce que nous sommes dans un monde où nous allons tous perdre si nous n'avançons pas pour les objectifs. Mais il ne faut pas que ce soit un marché de dupes, parce que, comme ça a été dit précédemment, tout ce qui a été annoncé comme promesse n'est pas tenu. Nous avons des besoins en termes énergétiques, mais nous avons aussi des besoins pour réduire la pauvreté, pour satisfaire les besoins de base, et tout cela nécessite des ressources. Et au moment de concrétiser les engagements sur les crédits carbone, il n'y a pas grand-chose. Donc je pense que c'est l'un des sujets où nous devons réfléchir globalement, d'abord au niveau de l'Afrique, pour avoir une stratégie commune, pour peser sur la table où les décisions se prennent. Parce que dans le même temps, ceux qui polluent le plus, qui utilisent les énergies fossiles, ne font pas toujours les efforts nécessaires par rapport aux objectifs qui ont été pris dans les différents COP. Alors voilà un peu le cadre tel que nous souhaiterions qu'il soit posé, pour que on ne sorte pas de là simplement avec des slogans pour dire bon, on va ralentir les énergies fossiles, d'accord, mais il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Nous avons créé 13 parcs nationaux au Gabon pour préserver la faune et la flore, et notre pays, le Gabon, est considéré comme un puits net de carbone. Donc, nous pensons que pour cela, nous avons droit, avec nos autres voisins, les pays du bassin du Congo, comme vous le savez, qui sont le deuxième poumon après l'Amazonie, nous contribuons à atténuer tout cela. Mais il faut... nous avons nos spécificités en Afrique. Nous sommes d'accord pour intégrer les technologies. Nous sommes d'accord pour améliorer la productivité. Tout ça, c'est bien. Mais concrètement, il faut que chacun soit placé devant ses responsabilités. Indeed, we do have to actually re-ask that question. Nous allons donc dans ces COP et nous disons, nous avons besoin de ceci, mais il y a toujours cet écart entre ce qui est dit et ce que nous recevons à la fin de ces événements-là. Alors, maintenant, je vais revenir à vous, Michael. Dites-nous, vous êtes un investisseur actif, Total Energy. Mais je me souviens que la première fois que l'on a mentionné cela, il y a quelques années, vous avez dit, mais non, on n'est plus une entreprise, n'est-ce pas, de combustible fossile, on est autre chose aussi. Mais alors, maintenant, je vais revenir sur cette conversation. Maintenant, donc, avant l'invasion de l'Ukraine, bon, on parlait, n'est-ce pas, du gaz et du pétrole, combien c'était, n'est-ce pas, des combustibles difficiles, mais avec
maintenant, vous savez, il était difficile, n'est-ce pas, de mobiliser des fonds pour construire ce pipeline en Ouganda. Est-ce que quelque chose a changé? Oui, je crois que vous avez raison, parce que d'abord, nous sommes Total Énergie, mais donc voilà, donc vous savez, le marché a changé, nous investissons beaucoup dans les nouvelles énergies, mais aussi dans le gaz et le pétrole. Donc voilà, nous avons donc de nouvelles énergies dont nous sommes d'ailleurs nous sommes le plus grand producteur, n'est-ce pas, d'énergie solaire. Alors, je crois que cela a été mentionné. Donc, l'accès à l'énergie est très important pour la croissance économique parce que nous devons, n'est-ce pas, satisfaire la demande, n'est-ce pas, du gaz et du pétrole. Parce que quand vous produisez plus de 200 000 barils par jour, donc il faut peut-être aussi augmenter à court terme, mais à long terme. Mais il y a aussi de nouvelles énergies pour, n'est-ce pas, effectuer ces transitions en tant qu'entreprise. Maintenant, pour le projet ougandais, il y a quelques semaines, donc c'est un bon projet qui est donc en bonne évolution. Et puis voilà, donc l'on tient compte de l'environnement et par rapport au pipeline, mais aussi il y a aussi en Tanzanie, la construction a déjà commencé. Mais clairement, les institutions financières ne sont pas très réticentes d'investir donc dans les projets pétroliers et gaziers. Je crois que c'est peut-être un peu honteux parce qu'ils ne veulent pas investir dans ces projets-là, mais nous devons trouver d'autres sources de financement. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, en parler plus en profondeur? Parce que nous comprenons pourquoi, n'est-ce pas, toutes ces entreprises sont réticentes pour investir dans ces projets. Parce que nous ne voulons pas avoir une situation comme celle que nous avons dans certains pays où nous avons, par exemple, des marches où nous avons, par exemple, des populations qui sont en train donc de protester contre, n'est-ce pas, ce genre de projet. Mais non, c'est ça donc notre période de référence. Maintenant, comment trouvez-vous des capitaux? Vous savez, une compagnie comme Total Energy, nous finançons nos propres capitaux, avec nos propres capitaux. Donc, nous avons un petit nombre de projets où nous avons besoin d'aller sur le marché financier. Donc, voilà, nous avons, par exemple, nous n'avons pas besoin donc d'aller donc vers les marchés financiers pour recevoir, pour avoir ces montants. Nous avons déjà cela. Et cela, donc, n'a pas beaucoup d'impact sur nous si maintenant ces institutions financières sont réticentes. Maintenant, pour les investissements industriels, nous l'avons vu, donc, nous avons besoin d'industrialiser, nous avons besoin de construire nos industries, mais maintenant, par rapport à ce que Marc vient de parler, maintenant, le capital pourrait être là, mais il y a des gens qui ne veulent pas investir dans ces industries-là, s'ils pensent que donc il y aura des problèmes avec, n'est-ce pas, la taxe carbone, et puis peut-être que ce projet n'est pas foncièrement viable. Maintenant, comment est-ce que vous défendez ce genre d'investissement? Merci beaucoup. Je pense que Patrick l'a si bien dit, donc il a parlé des défis que nous avons. Je crois que mes collègues aussi dans ce panel ont parlé d'un certain nombre de choses. Maintenant, pour le financement, disons, soyons clairs, quels sont les défis? La taxe carbone n'est pas le principal défi, mais le financement de ces industries-là est en fait le défi le plus important. Et puis, le financement des investissements d'énergie renouvelable, que ce soit la production, la distribution, ou alors le transport d'énergie, tout cela requiert beaucoup d'investissements. Ayant dit cela, les investisseurs sont en fait réticents, ils ne savent pas s'ils doivent investir, mais finalement, ils recherchent, n'est-ce pas, un cadre prévisible, un cadre juridique, un cadre politique clair, et puis ils recherchent des règles transparentes, ils recherchent aussi la capacité à pouvoir investir tout en sachant qu'ils peuvent, n'est-ce pas, mobiliser des fonds au niveau interne et au niveau international, et puis aussi réaliser, n'est-ce pas, des profits à long terme aussi, et puis aussi globalement, ils recherchent aussi la visibilité. Quand on parle d'investissement, n'est-ce pas, on parle, n'est-ce pas, de 50, 15, 20, 30 ans. Donc voilà, c'est ce genre d'investissement. Donc là, ce sont
ce n'est pas seulement de l'argent qui vient donc du nord vers le sud pour investir, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, des investissements à long terme. Donc, l'on a besoin d'engagements à long terme avec, n'est-ce pas, des cadres prévisibles sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, ainsi de suite. Alors maintenant, voilà, donc, voilà. Voilà, j'ai déjà parlé avec certaines banques d'investissement. Je pense que c'est des... par exemple, si vous allez chez Standard Bank, est-ce que... maintenant, avec les projets écologiques, est-ce qu'à un certain moment, ils vont dire, mais voilà, bon, voilà, donc ça ne vaut pas la peine pour nous d'investir dans ce genre de projet. Parce que vous l'avez si bien dit, bon, au niveau donc, de la SFI, comment est-ce que vous avez pu, n'est-ce pas, inclure ce genre de préoccupations? Parce qu'il y a des banques qui disent, voilà, cela ne marche pas pour nous. Bon, le fait, en fait, c'est que depuis 2010, nous avons financé plus de 22 gigawatts. Alors, la plupart des fonds sont venus donc d'autres investisseurs plutôt que de la SFI. Donc nous avons mobilisé avec tous ces autres partenaires. Par exemple au Maroc, nous avons eu un partenariat avec OCP à hauteur de, pour financer 220 mégawatts. Nous avons aussi réalisé donc 1 gigawatt donc en Égypte avec d'autres projets, avec aussi une interface solaire. Alors maintenant pour mobiliser des fonds et puis pour, n'est-ce pas, mobiliser des financements concessionnaires, pour, n'est-ce pas, combler le fossé, et ce n'est pas le grand défi. Le défi, c'est d'avoir tout le reste, n'est-ce pas, harmonisé, donc en place, pour avoir la visibilité sur comment donc sur la performance de ces investissements. Bon, vous savez, le Maroc a 25 gigawatts, je crois, avec, n'est-ce pas, un grand potentiel éolien, notamment donc pour l'exportation vers le nord. Et puis, il y a d'autres, par exemple, au Kenya, ils ont un potentiel donc de 10 gigawatts dans le thermal. Alors maintenant, comment trouver l'argent? Donc voilà, on dit que le capital est là. Mais comment est-ce qu'on déploie le capital donc à l'échelle au Maroc? Bon, disons un peu la vérité. Au départ, donc, nous avions donc des banques, donc il n'y avait pas, en fait, il n'y avait pas de déjeuner gratuit. Et il n'y a pas non plus... Donc c'est le même montant. Mais ils ont besoin seulement d'investissements verts. Il y a 3 ans, ou il y a 4 ans, avant donc on ne pouvait trouver aucun sou. On pouvait trouver aucun sou pour appuyer un projet d'énergie non renouvelable, même pour assurer une centrale ou une centrale conjointe. Donc c'est le même montant, c'est le même argent, mais vous devez montrer comment vous tournez vers le vert. Ce sont les mêmes conditions. Alors, la stabilité, la prévisibilité, etc., avec, n'est-ce pas, un tapis plus grand, parce qu'il y a CAPEX, parce que c'est plus intense. Bon, voilà, c'est le même. Donc, il n'y a rien de gratuit, c'est vraiment un mensonge que vous allez avoir. Maintenant, vous attendez d'avoir 100 milliards parce que nous avons préservé les forêts. Non, non, non. Ou nous avons fait notre part. Non, non, non. Cela n'existe pas du tout. Donc, où vous allez avoir peut-être une partie de tout ce montant. Donc, cela ne va pas changer notre vie. Mon prédécesseur me disait toujours, ou bien disait aux investisseurs, est-ce que vous pouvez compter? Et la réponse était toujours oui. Et sa réponse était « comptez sur vous-même ». Alors l'idée, c'est la façon dont on structure le projet pour trouver les financements, comment avoir les capacités qu'il faut pour déployer, pour exécuter le projet. Donc voilà, c'est la même chose. Donc c'est seulement un nouvel appel. Voilà. Donc là, je vais demander aux 2 ministres donc sur notre panel, parce que voilà, nous avons ça, nous avons dit, nous avons des discussions sur les 100 milliards de dollars, donc voilà, qui ne sont jamais payés. On a parlé des pertes et des dommages, et puis vous dites voilà, donc voilà, on a 800 millions de dollars de financement qui viendront pour le démarrage. Maintenant,
Et on ne sait pas quel pays donc va tirer profit donc de tout cela. Alors, l'on vous dit, n'utilisez pas le gaz, on ne va pas financer cela, on ne va pas vous donner le capital. Mais les mêmes pays vous disent cela, ben, il faut, n'est-ce pas, on veut investir aussi dans les mines de... Alors maintenant, comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, investir en tant que pays? Yes. Il y a là un paradoxe que nous voulons encourager l'énergie propre et nous continuons à investir, si je puis dire, dans l'énergie fossile avec des risques d'aggraver le problème. Bon, mais la situation est à différents niveaux, parce que nous parlons des partenariats publics-privés, où effectivement la SFI intervient et nous pouvons trouver des modalités pour investir dans l'énergie propre. Bon, mais nous avons également ces attentes vis-à-vis de financement. Ce n'est pas nous qui avons inventé cette histoire de crédit carbone, de taxe carbone. Mais nous ne pouvons pas dire que nous préservons nos forêts, nous avons des besoins de développement et au moment où nous sommes confrontés à certains besoins, les financements ne viennent pas. Les financements qui ont été promis globalement. Donc ça, c'est un autre mécanisme. Mais cela n'empêche que nous sommes engagés, nous avons des objectifs de réduction, pour favoriser dans le mix énergétique les énergies propres. Nous faisons notre part, mais nous voulons aussi que la communauté internationale et les pays pollueurs s'engagent davantage pour qu'il y ait effectivement de justes compensations. Hein, ça me paraît être tout simplement de l'équité. Mais tout ce qui est fait pour améliorer le cadre macroéconomique avec notre président, le président Oligui Nguema, qui a pris les choses en main depuis 9 mois, nous voyons bien les changements dans la gouvernance pour améliorer l'utilisation des ressources, pour investir justement dans les énergies propres. Mais dans le même temps, il y a un gap infrastructurel que nous avons trouvé et que nous devons combler. Donc chaque pays a sa situation spécifique. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions parler d'une même voix avec les pétroliers qui doivent, et Total, nous savons que Total Énergie a réorienté sa stratégie. Hein, nous le savons très bien puisque nous avons des partenariats au Gabon. Dans ce domaine, ils investissent au niveau d'un barrage qui va permettre de résoudre des problèmes. Nous en parlions tout à l'heure. Donc ce n'est pas un procès qui est fait à cette société ou à d'autres qui vont dans le même sens, mais tout le monde n'a peut-être pas la même volonté que Total. Nous devons, entre les pays du Sud, parler d'une même voix parce que nous n'avons pas les mêmes avantages comparatifs. Il y en a qui découvrent le pétrole et le gaz aujourd'hui, qui sont confrontés à des besoins. On ne va pas leur dire, bon, vous arrêtez tout, vous faites fi de ça, et puis vous vous organisez pour atteindre les objectifs.
il faut une combinaison. J'ai bien aimé la présentation tout à l'heure graduelle du présentateur qui a introduit pour avoir des objectifs pour 2030, pour 2040, pour 2050. Hein, cela me paraît important et on ne peut pas tous, nous ne sommes pas tous dans la même situation, donc il faut graduer, à mon sens, si on veut être efficace, que ces COP-là prennent en compte les différentes situations. A differentiated transition. Mrs. Riyad, Avec une transition différenciée, c'est ça? Vous êtes d'accord? has its own system. Bien sûr, chaque pays a ses réalités, chaque pays a son parcours dans le développement, chaque pays a ses propres besoins en termes d'investissement, en termes d'infrastructure. Je pense que chaque pays a également ses propres responsabilités et sa souveraineté dans la structuration de son parcours et de son développement. Nous étions ou nous sommes dans le même bateau parce que on regardait à toutes ces conditions, toutes ces contraintes comme ayant des impacts négatifs sur notre parcours dans le développement. Et on attendait que des gens viennent nous aider à faire des structures. On attendait beaucoup de ces promesses vertes, n'est-ce pas? Que ces promesses-là viennent comme des anges, finalement, nous sauver de ces situations. Mais il n'y a rien de gratuit dans tout cela. On a dû payer, on a dû s'adapter. Et je pense que ce n'est pas vraiment négatif que de dire cela. Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Nous avons dû transformer notre industrie afin de la rendre plus durable. C'est vrai qu'on a entendu parler du carbone. Total Energy a parlé du carbone. Je pense qu'ils continuent d'investir dans leur empreinte carbone pour la réduire. Il y a 2 ans, il y a eu un plan de développement qu'ils ont annoncé qui était vraiment remarquable. Je pense que nous devons faire nos devoirs. Personne ne le fera à notre place. Personne. Est-ce que cela inclut les emprunts? Parce que c'est le capital. On parle d'augmenter le capital. Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait avoir des capitaux des marchés domestiques en Afrique? Nous n'avons pas de grands marchés en Afrique, soyons honnêtes. Nous n'en avons pas. Cela inclut de susciter ou de demander des capitaux au Japon, en Chine, dans le GCC. Le capital est partout et le capital est disponible. Mais la réalité, cependant, est que certains de ces capitaux ne pourront pas être forcément disponibles en fonction des structures. Mais en fait, nous n'aurons pas de capitaux si nous ne faisons pas de demande. C'est aussi simple que ça. En Afrique, il n'y a pas de grand marché de capitaux. Donc, nous devons nous tourner vers ceux qui ont l'argent, tout simplement. D'accord. En Afrique, il n'y a pas de marché de capitaux, mais c'est l'un des thèmes de ce forum. Nous devons nous organiser pour développer les marchés des capitaux régionaux, au lieu que notre épargne se retrouve dans des paradis fiscaux et ailleurs. Hein? Donc nous avons une responsabilité, oui, pour la bonne gouvernance. Lorsque nous sommes partenaires et que nous signons des accords qui sont parfois asymétriques. Il faut peut-être revoir cela. Donc, nous devons, d'accord, pour faire notre part, c'est le sens des actes qui sont posés aujourd'hui au Gabon pour améliorer la gouvernance, pour lutter contre les changements climatiques. En tant que ministre du Plan, nous avons cette responsabilité de faire respecter ces priorités et nous allons faire notre part, mais ayons une vision des pays du Sud, des pays d'Afrique, un peu plus ambitieuse
pour réorienter notre épargne, nos ressources, et je vous assure que il y a des possibilités, mais il faut que les choses, notre environnement soit plus attractif, que nous travaillons sur le climat des affaires. Il faut aussi que les pays du Nord prennent en compte la question commerciale, parce que vous pouvez parler de financement, vous pouvez parler de dette, mais je n'entends pas parler de questions commerciales, d'ouverture des marchés, de baisser les barrières protectionnistes, et que la ZLECAf aussi, d'abord au niveau sous-régional, et puis au niveau plus large, si nous commerçons, si nous augmentons nos parts de marché en Afrique et dans le monde, nous aurons des ressources. Indeed. Mohamed, you want to weigh in on this financing question? Alors, Mohamed, vous allez parler maintenant de la question, donner votre point de vue. Alors, parlons des capitaux propres qui viennent de l'Afrique. Je pense que ce n'est pas seulement une question de financement. Nous parlerons également de développement économique. Donc, dans la plupart de ces marchés, il y a des personnes qui sont très rationnelles. Ils regardent ce qu'ils ont à leur disposition, ils regardent ce qu'ils peuvent investir et les risques. Enfin, ils font des études sur les capitaux propres et sur les capitaux qui sont sur le marché. On parle des épargnants, bien sûr. Et nous ne devons pas mettre toute la responsabilité sur leurs épaules. Nous devons également faire notre part parce qu'il y a tellement de données à étudier. Donc, c'est la responsabilité de tous les pays africains de développer leur marché de capitaux pour être attractifs, pour être compétitifs sur le marché et dans l'économie internationale. Donc ça ne peut pas se faire sans les investissements. Et les instruments pour nous permettre d'avoir des investissements sécurisés sont disponibles. Donc je pense que c'est de cette façon-là que nous pourrons conserver notre capital. Merci. Alors, je vais aller vers monsieur pour la dernière question. Vous avez parlé des épargnes, vous avez parlé des capitaux propres. Donc, comment est-ce que vous développez ces revenus-là dans le marché de l'emploi, par exemple? Bon, par exemple, aujourd'hui, ce que nous avons beaucoup d'épargnes qui quittent l'Afrique et qui partent. Donc, nous devons penser à garder ces capitaux-là en Afrique. Si ces capitaux-là peuvent être réinvestis en Afrique, dans les marchés africains, avec les instruments judicieux qui sont disponibles, ils n'auront pas à être utilisés ailleurs. Donc, je pense que c'est l'exode des capitaux, si je peux le dire ainsi. Mais je pense qu'il y a plutôt une question de rareté des opportunités pour investir en Afrique, je dirais. Alors, on vous a un peu oublié, mais on revient vers vous. Alors, c'est très intéressant d'entendre les deux ministres reconnaître ce que Total a pu faire jusqu'ici. C'est passionnant. Mais dites-moi, dans votre cas, en tant que Total Énergie, je vais vous poser la même question que j'ai posée plus tôt. Quand on regarde à toutes les contraintes dont on a parlé par rapport à l'opération sur le continent, il y a 90 économies qui sont déjà en dette, mais il y a quand même des opportunités intéressantes en termes de pétrole. Par exemple, en Mozambique, on a un cadre qui est très, très compétitif. Quel est votre aperçu concernant les investissements? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut s'asseoir ici et puis se dire que rien ne marche, mais Total continue d'investir dans le continent. Donc, quel est votre point de vue par rapport à la question? Bien, vous avez parlé du pétrole et j'aimerais en parler pendant quelques minutes. Ce secteur-là est très important pour Total Énergie parce que nous produisons du pétrole, nous travaillons avec le pétrole dans différents pays d'Afrique de l'Est ici et puis nous sommes aussi implantés en Namibie et puis dans différentes parties de l'Afrique. Alors, je pense qu'il y a tellement de potentiel dans tous ces pays-là et en Afrique. Je pense que c'est
ça a à voir avec comment est-ce qu'on fait le commerce, comment est-ce qu'on s'entend. Ça a à voir avec la stabilité au niveau des politiques. Ça a à voir avec l'établissement d'un cadre judiciaire qui soit approprié, qui puisse nous permettre de pouvoir faire le commerce de façon libre dans ces zones-là. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans l'énergie. Nous avons commencé à investir dans tout ce qui est énergie renouvelable en Afrique il n'y a pas longtemps. Et puis, je pense que c'est un marché qui est prometteur et qui va nous aider vraiment à développer nos activités aussi bien que développer l'Afrique. Donc, le domaine où les industries de pétrole et puis d'énergie sont très prometteuses. Il y a des opportunités, il y a des voies pour investir, mais je pense que il s'agit juste de bien être structuré et puis de bien travailler ensemble. Dernièrement, ce que nous faisons, c'est que nous récoltons l'argent de l'industrie du pétrole, mais cet argent-là nous permet d'investir également dans tout ce qui est énergie renouvelable et puis les nouvelles énergies. Alors, on va ouvrir les questions. Si vous avez des questions aux panélistes, vous pouvez les préparer. On reviendra vers vous dans quelques instants. Mais j'aimerais seulement vous demander, concernant les énergies renouvelables, à quoi est-ce que cela va ressembler dans le moyen terme? Vous avez parlé d'investissements qui sont faits, mais qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement? Alors, on veut atteindre 100 gigawatts en termes de production d'énergie et nous avons les moyens d'atteindre cet objectif. C'est pour cela que chaque année, nous mettons en place ce que nous appelons les exploreurs du renouvelable, on va le dire, qui sont dans tous les pays en Afrique qui sont en train de rechercher des opportunités vers lesquelles on pourrait investir dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, je pense que la demande est là. Maintenant, il faut pouvoir générer des capitaux et que ces capitaux-là peuvent venir du domaine du pétrole et puis du gaz. Donc, je pense que la production de notre énergie dans les années à venir va subir une croissance de 5%. Pour le moment, on a 2% de croissance par an, mais on pourra atteindre 5% par an si tout se passe bien. Et puis, voilà, si tout est mis en place. Je pense que j'ai bien compris. Total est un grand financier dans ce domaine-là des énergies et tout ça. Alors, j'aimerais revenir vers vous, Mohamed, concernant les questions critiques. On a besoin pour la transition écologique. On a besoin de toutes ces énergies-là pour nos téléphones, pour nos voitures, pour nos électroménagers et tout ceci. Donc, ces ressources doivent être bien étudiées, doivent être bien produites. Le colbert est très important et le Congo est le producteur mondial de coltan et de colbert également. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre part dans tout ça. Est-ce que vous comptez vraiment investir dans tout ça? Alors, c'est une très belle question. On parle de transition écologique, on parle d'énergie solaire, on parle de batteries, on parle de minerais et tout ça. Et c'est une grosse part de la transition écologique. Ce que nous faisons, nous investissons dans l'espace minéralogique, on va dire. Nous investissons dans l'achat de minerais. Mais nous devons le faire d'une façon qui bénéficie à l'environnement, qui n'agresse pas l'environnement, de sorte à pouvoir catalyser la croissance dans ces différents pays à travers la création de systèmes d'exportation qui pourraient contribuer à améliorer le système également, le système fiscal. Donc ça, c'est un pan de ce que nous faisons. Nous avons travaillé dans cet espace-là pendant assez longtemps. On a des investisseurs qui sont dans le domaine du colbert. Donc, est-ce que cela sera amélioré à moyen terme? Oui. Je pense que ça doit être le cas. Il faut que d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, toutes ces questions-là soient incluses. Mais le point le plus important, c'est il faut qu'on soit dans le contexte africain. Il faut qu'on considère notre contexte, il faut qu'on respecte notre contexte. Tout ce qui est business de minerais a vraiment vu une amélioration.
Il y a de plus en plus d'industries qui transforment les minerais en produits finis. Donc, on doit pouvoir développer la chaîne de valeur ici en Afrique et nous devons avoir des procédures qui sont bien établies et bien structurées. Donc, je pense que pour cela, on a besoin, enfin, bien évidemment, on a besoin de transformateurs, on a besoin d'industrie, on a besoin d'avoir de l'approvisionnement, un approvisionnement de qualité, un approvisionnement qui vient dans le temps. Donc, nous devons nous assurer d'avoir le cadre réglementaire approprié. Nous devons avoir également de l'énergie verte pour pouvoir on va dire, avoir une mentalité verte à travers tous les acteurs dans ce domaine-là en Afrique. Y a-t-il des questions de la part de pour nos panélistes? Alors, je vois, il y a donc une question ici, devant, et puis il y aura une deuxième question un peu là derrière. Philippe Michel du groupe CFEOR, merci beaucoup pour ces discussions très intéressantes. Et puis, un certain nombre d'investisseurs privés de différents types ont pris net zéro, les engagements net zéro, donc en 2020-2021. Donc maintenant, ça va faire bientôt 5 ans. Alors, est-ce que cela change le sens de l'urgence pour tous les pays? Parce que tous les pays n'ont pas été aussi visionnaires que le Maroc. Alors, certains investisseurs pourraient ne pas investir dans les pays qui, n'est-ce pas, sont pas compatibles par rapport, n'est-ce pas, au net zéro. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va attendre la COP X pour résoudre ce problème, ou alors nous avons besoin d'avoir, n'est-ce pas, le secteur privé et un engagement donc de la part du secteur privé et des entités publiques. Bon, c'est une question difficile. C'est une question que nous posons nous-mêmes tous les jours. Alors, vous avez en fait l'histoire classique de l'œuf et de la poule. Alors maintenant, on se demande toujours comment financer mon projet et comment trouver des financements durables, puis et respecter le net zéro, donc respecter les engagements de la COP, des différentes COP. Mais il y a d'autres conditions maintenant. Alors, quelles sont les préoccupations de mes consommateurs? Bon, voilà, ils pensent au marché. Dans les pays en voie de développement, on est plus flexible, même si cela devient de plus en plus difficile. Maintenant, il faut combiner toutes ces conditions et pour élaborer son projet et penser à ses investissements. Mais bien sûr, les politiques sont importantes. Les conditions de pays sont importantes aussi, certainement, pour, n'est-ce pas, avoir un mélange et pour avoir, n'est-ce pas, l'énergie de la meilleure façon, et puis de faire parvenir l'énergie au bon projet et au marché qu'il faut. Mais à la fin, finalement, c'est la responsabilité de l'investisseur et qui investit pour transformer et qui investit pour, n'est-ce pas, fournir ça au secteur privé. Alors, notre part, en tant que gouvernement, c'est de créer les meilleures conditions possibles, apporter l'appui le plus possible, les talents nécessaires pour que les projets soient rendus. On n'est pas responsable pour l'élaboration ou la création de nouvelles capacités de transformer. Mais notre travail, c'est de mettre en place les conditions nécessaires. Donc, on a parlé aussi de la chaîne de valeur. Là, on a en fait, n'est-ce pas, créé une chaîne de valeur pour, n'est-ce pas, l'énergie voltaïque, avec, n'est-ce pas, les investissements qu'il faut pour avoir la chaîne de valeur de base. Alors, pour chaque projet, il y en a au moins 10. La consommation d'un projet est comparable à la consommation de toute la ville de Kigali. Alors maintenant, si vous voulez donc fournir l'énergie aux 600 millions d'habitants d'Afrique, alors imaginez maintenant les besoins pour chacun de ces projets-là. Cependant,
nous devrions le faire. Pourquoi? Parce que cela, en fait, va créer de la valeur, des recettes, des taxes qui vont nous permettre à, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, des infrastructures, des emplois pour nos populations. Il y avait une question qui voulait poser une question là derrière. Ma question, c'est pour le ministre du Gabon qui a parlé un peu plus tôt concernant les accords commerciaux. Alors, et puis j'ai une autre question pour maintenant concernant les accords commerciaux. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Gali Daridji, je viens du Maroc et nous sommes un groupe familial qui organise des industries dans la fabrication, l'énergie, les transformateurs. Alors maintenant, nous avons investi dans certains pays en Afrique. Nous avons inauguré de nouvelles usines au Sénégal et puis l'année prochaine aussi en Côte d'Ivoire. Mais dans une zone commerciale comme la CEDEAO, nous avons des problèmes entre les pays qui ne reconnaissent pas toujours les produits d'un pays à un autre et aussi donc mettre des barrières. Et c'est quelque chose. Et alors, s'il n'y a pas de conscience de la part du gouvernement, cela va être difficile pour les investisseurs privés de pouvoir intervenir. Le deuxième point, c'est que tout le monde veut des investisseurs privés, tout le monde recherche des capitaux, mais il y a de grands des investisseurs en Afrique, mais il y a peu de volonté de la part des gouvernements pour acheter africain. Nous avons encore beaucoup de barrières lorsque nous devons nous prouver ou prouver ce que nous pouvons faire, même si nous avons la même qualité qu'ailleurs, pour convaincre les gens d'acheter africain. Merci. Voilà les questions concernant donc les barrières commerciales. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre en anglais. Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord. C'était mon collègue du Maroc qui l'avait dit concernant cette question environnementale pour créer les conditions d'attraction des investisseurs. Et nous sommes tout à fait d'accord par rapport à cela. Pour améliorer la valeur, les chaînes de valeur, pour avoir beaucoup plus de valeur ajoutée. Maintenant, pour la question de notre ami, vous et les autres êtes les bienvenus au Gabon. Et nous travaillons à améliorer les conditions. Nous avons un budget de 350 milliards de francs CFA dans notre plan. Et il existe une part importante. Nous attendons une part importante venant du secteur privé et nous serons très heureux de discuter plus en détail avec vous afin de vous montrer les opportunités que le Gabon offre, parce que le Gabon, c'est un pays d'opportunités. Nous allons donc assumer nos responsabilités, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes maintenant nous avons un leadership fort et nous attendons des investisseurs qui doivent venir et trouver des accords fructueux parce que c'est important parce que ce sont des opérations gagnant-gagnant pour les investisseurs, mais aussi pour, n'est-ce pas, l'avantage des pays. Voilà, je vais terminer par cela. Voilà, je pense que vous allez continuer cette conversation plus tard. Mais voilà, donc nous avons des limites de temps. Et là, nous allons récapituler. Alors maintenant, donc le panéliste donc est là. Donc, si vous avez des questions plus tard, vous pouvez donc leur demander des questions. Voilà, nous pouvons donc acclamer nos panélistes.